l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour les Vikings, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vais vous présenter un à table avec Betrayal Legacy, avec les gens avec qui on a fait la campagne, on l'a fait au complet. Ceci étant dit, j'aimerais juste, avant de débuter la vidéo, j'ai un petit problème avec le focus de la caméra, donc vous allez remarquer à certains moments, la caméra perd le focus et après ça se ramène et ça va peut-être causer certaines insatisfactions de votre part, j'en suis grandement désolé. Ceci étant dit, je pense que la conversation que l'on a autour du jeu est très pertinente. Donc, ce que je vous encouragerais à faire, c'est peut-être, si ça vous dérange, bien, tout simplement faire d'autres choses et écouter plutôt que de regarder. De toute façon, on ne présente pas grand-chose comme matériel autour de la table. On est vraiment devant la caméra et on discute. Donc, c'est ma proposition. Et si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin parce que après le à table, je vais vous présenter différentes choses du jeu pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi vous attendre si vous désirez vous embarquer. Donc, il va y avoir un peu de la révélation d'informations au niveau de la campagne Legacy. Sur ce, je vous laisse avec notre vidéo de à table. Allô mes mots de tête, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est Vince de l'école du jeu et je suis en compagnie de Nancy, ma douce moitié, Pierre Poisson et Antoine, mon cousin. Donc, quand je parle de mon cousin, ben, je parle d'Antoine. Et quand je parle de Pierre, ben, je parle de Pierre. Puis quand je parle de ma femme, ben, c'est elle. Hein? Et nous venons tout juste de terminer notre campagne de Betrayal Legacy. Alors, je ne ferai pas de vidéo, je vous le dis déjà d'avance, sur les règles du jeu, ni sur l'ensemble du jeu. En fait, ça va être un petit peu la critique en tant que telle, puis la présentation du jeu qu'on va faire ici maintenant avec les quatre protagonistes que nous sommes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu au départ, c'est quoi le jeu Betrayal at the House on the Hill. Pierre, peut-être que tu pourrais comme, nous expliquer un petit peu d'où ça vient ce concept-là, donc Betrayal at House on the Hill. Oui, Betrayal the House on the Hill est un classique des jeux de société depuis maintenant, je dirais, 15 ans. Au moins, parce que la première version de ce jeu-là est arrivée, je pense, autour de 2005, peut-être 2004, qui était la reprise d'un jeu des années 80 qui s'appelait Trill Manor. Et c'est ni plus ni moins un jeu où on est des personnages qui vont explorer une maison hantée. Et éventuellement, un de nous va être possédé et va devenir quelque chose qui va se révolter contre les autres joueurs. Et c'est ça, finalement, qui fait que ce jeu-là fait tellement parler lorsqu'il est sorti, parce qu'à l'époque, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de jeux coopératifs sur le marché. Deuxièmement, il y avait encore moins de jeux coopératifs avec traître. Alors, c'est probablement un des premiers du genre à avoir fait ça. Mais ce qui était surtout fascinant, c'est que le traître ne savait pas qu'il était traître au début de la partie. Il le devenait à cause de certaines circonstances. Et puis, ça l'a fait son bout de chemin. Ça l'a été très sollicité par plusieurs joueurs à cause de ce phénomène-là. Mais pour le reste du jeu, c'était vraiment de l'exploration qui était très hasardeuse parce que, on allait d'une pièce à l'autre sans savoir trop qu'est-ce qu'on allait faire. On lançait des dés pour savoir ce qui arrivait. On pigeait des cartes, le cas échéant, et qui pouvaient encore nous faire piger des dés. Puis éventuellement, des conditions étaient réunies pour qu'un traître se déclare. Et là, le traître avait des règles très spécifiques qui pouvaient le faire jouer d'une certaine façon contre les autres joueurs. Encore là, quelque chose qui était assez novateur pour l'époque, parce que les jeux asymétriques où des joueurs avaient des règles complètement différentes de d'autres joueurs pour gagner, c'était pas vraiment monnaie commune. Maintenant, depuis que le phénomène Legacy est arrivé, à partir de Risk Legacy en 2012, puis Pandemic Legacy qui a suivi ensuite, c'était inévitable que Betrayal at the House on the Hill, qui était un classique, soit devenu un jeu Legacy. Et puis, c'est pas mal ça qu'il y a à dire, je pense, de Betrayal Legacy. Sinon, de dire que c'est Rob Daviau qui en a fait la version Legacy, qui est le même, finalement, qui a fait la version de Pandemic Legacy et de Risk Legacy. Pour le reste, ce sont les mêmes règles du jeu original.
pour la plupart des choses. Les choses qui ont été rajoutées dans la version Legacy sont très dignes d'un jeu Legacy que Rob Daviau a fait avec Pandémie Legacy, c'est-à-dire des éléments cachés dans la boîte qui vont se révéler à certains moments dans la partie, avec un certain nombre de parties qu'on va avoir fait. Et puis, ça va finir par se transmettre d'une partie à l'autre ensuite. Donc, merci Pierre de ce résumé-là. La raison pour laquelle, moi, personnellement, je m'étais grandement intéressé à Betrayal Legacy, c'est principalement parce que le jeu de base, je trouve que c'est quand même un jeu qui est intéressant parce que, à cause de la dynamique, tout d'abord que, on ne sait pas trop où dans quoi qu'on s'embarque, on commence à explorer un petit peu cette maison hantée-là, et par la suite, à un moment donné, on détermine qui est le traître et qui sont les gens qui vont aller contre cette personne-là, et on va découvrir en fait nos conditions de victoire. Par la suite, on va avoir un certain ajout de règles qui s'instaure par rapport à tout ça. Et Betrayal Legacy semblait offrir à la base un genre de transformation assez intéressante au niveau du plateau, au niveau des éléments de jeu. Puis on allait avoir en fait cette évolution-là de cette maison hantée-là. Donc, c'est pour ça que Betrayal Legacy avait un petit peu m'avait attiré. Je trouvais que le jeu de base était super intéressant. J'aimais beaucoup y jouer à quelques moments. Je me disais, bon, écoute, Rob Daviau, c'est quand même le maître derrière les Legacy. Tu sais, il a fait Risk Legacy, il a fait Seafall, donc il y avait plusieurs Legacy à son actif. Donc, je me disais, écoute, ça peut être à la limite un opus DI où est-ce qu'on voit vraiment son plein potentiel en tant qu'auteur derrière tout ça. Donc, nous avons fait les 14 parties, on est passé à travers. Je pense que toi, Antoine, c'est ta première fois que tu joues à un jeu Legacy? C'est la première... Non, à vrai dire, j'avais joué à Gloomhaven avant ça. J'avais beaucoup préféré Gloomhaven, d'ailleurs. Une expérience que je sais pas si je répéterais, là, je vous avoue. OK. Puis toi, Nancy, en fait, on avait joué ensemble à Pandémie Legacy. Gloomhaven aussi, avec Antoine. Fait que oui, j'ai eu des petites expériences de Legacy avant. Oui. Puis, en fait, on a conclu aujourd'hui et je dois avouer qu'on est... je pense qu'au départ, on s'attendait à un jeu surprenant qui allait venir nous chercher. Finalement, je pense que les quatre, on peut être assez unanime sur le fait que c'est une grosse déception. C'est un jeu qui est... En fait, je pense que je vais vous laisser un petit peu discuter. Donc, pour toi, Nancy, est-ce que c'est une déception? Si oui, pourquoi? Oui, mais c'est ça que, dans le fond, je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel à la base, que le jeu a beaucoup de potentiel parce que c'est vraiment le fun. C'est une maison qui est comme hantée avec plein de pièces, plein de passages secrets. Fait qu'à la base, c'est quelque chose qui est attirant, puis ça compte une histoire un petit peu de monde parallèle, puis de monstres. Puis on a nos personnages qui commencent en fait en 1666. Fait que, tu sais, c'est toute une histoire vraiment intéressante. Puis plus qu'on avance dans le jeu, puis plus qu'on fait comme finalement. Puis on a l'impression peut-être que des fois c'est décousu l'histoire, puis que je sais pas, il manquait quelque chose. Il n'y a pas de suite dans les idées, ouais. Il manquait beaucoup de choses selon moi. Toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que vous avez très bien résumé, là. Moi aussi, j'avais quand même espoir là, qu'il y ait quelque chose qui se passe d'un peu plus intéressant que ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement redondant d'un scénario à l'autre. Les histoires des scénarios, c'est farfelu, ça se tient pas, il n'y a aucun lien entre les histoires. J'ai vraiment trouvé que le storyline aurait pu être beaucoup plus solide que ça. J'ai jamais joué à un jeu de toute ma vie aussi fiddly que ça, sincèrement. C'est le paroxysme de la fiddliness, ce jeu-là. Là, c'est atroce. C'est vraiment atroce. À chaque partie, il y a des petites règles qui se rajoutent, qui changent, des buts qui se rajoutent. Puis, en place de faire ça simple, puis qu'on puisse vraiment profiter du jeu, puis s'amuser à faire les buts, je trouve que tout le long des scénarios, souvent, on cherchait à comprendre vraiment comment exceller là, pour arriver rapidement au but. Il y a des scénarios qui étaient plus simples que d'autres, là, c'est sûr. Mais pour moi, ça a été un obstacle vraiment. J'espérais à chaque scénario que ça soit pas moi le traître parce que moi aussi. je voulais pas être confronté à
être tout seul contre le groupe, puis là, me perdre dans les petits détails de règles. Ouais, moi, c'était surtout les règles que finalement, ils sont vraiment compliqués. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, si je suis traite, je suis pas sûre que je vais comprendre. Puis je suis pas sûre que je vais faire la bonne affaire. Puis tu sais, fait que ouais, j'avais une peur aussi. Ils demandent souvent de se rappeler de choses par cœur. Par exemple, dans un des derniers scénarios, il nous disait, vous pouvez faire telle chose dans telle salle. Il y a 8 ou 9 salles qui sont listées. Faut que tu te rappelles des 8 ou 9 salles, parce que quand tu les trouves, il faudrait idéalement que tu sois subtil, puis que tu dises pas à voix haute, « Hey, on a trouvé une salle, c'est là que ça va se passer », pour pas que le traître sache qu'on a un objectif ici, mais ça fonctionne pas du tout. Là, c'est comme ça à répétition dans tous les scénarios. J'avais hâte que les parties finissent à chaque fois. Là. Il y a la première et la deuxième partie que je trouvais ça comique, mais à un moment donné, là, c'était vraiment rendu lourd. Il y a une partie que j'ai aimée dans le jeu, on devait renommer les items qu'on trouvait. Fait que là, à ce moment-là, nous, on a décidé d'intégrer plein d'humour dans les noms d'items. Ouais, des blagues entre nous autres, qu'on se faisait, des insides. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Moi, ce que j'ai aimé du jeu, c'est de passer ce moment-là avec mes amis autour de la table. Je vous dirais que si j'avais pas été avec les bonnes personnes, sûrement que j'aurais pas aimé ça. On n'aurait sûrement pas conclu, en fait, le Legacy. Sûrement qu'on aurait arrêté. Puis tu mentionnes le côté fiddly, là, à la base, je tiens juste à vous dire que ça, là, c'est notre plateau, en fait, de dernière partie. Là, vous dites, oh mon Dieu, ils vont nous révéler plein de choses. Non, pas du tout. Parce que on commence au départ, puis je vais aller vers un endroit un peu plus spécifique par rapport au Legacy. Dans un mode Legacy, à mes yeux, à moi, il faut qu'on sente une évolution. Il faut qu'on sente qu'il y ait une suite derrière les idées. On va faire une partie, ça va influencer la prochaine. On va influencer une autre partie. On va faire une partie, ça va influencer le cours de l'idée, le cours de l'histoire. Mais un peu comme dans Aeon Zen. Oui, exactement. On avait fait aussi Aeon Zen. Mm-hmm. Puis ça, c'était vraiment, ça suivait vraiment bien. Il y avait vraiment une belle continuité. Ce qu'on n'a pas retrouvé nécessairement ici, là. J'ai l'impression. Oui, exactement. Puis je pense que le fait que ce soit décousu entre chaque élément, tu sais, je donne un exemple concret, là. On a environ peut-être une quarantaine, cinquantaine de cartes. On en pige peut-être 5 ou 6 par partie. Dans ce deck de cartes-là en question, on va avoir 1 ou 2 événements que l'on va ajouter à chaque partie. Et ça va être un petit peu l'espèce de côté legacy que l'on va laisser. On va aussi ajouter des tuiles dans la maison par rapport à ce qui s'est déroulé. Puis c'est un petit peu les espèces de cicatrices, entre guillemets, que la maison subit par rapport à tout ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, là, la partie 2, la partie 3, la partie 4, on pige les cartes puis on s'en souvient plus que ça fait partie de la deuxième, de la troisième partie. On n'a pas de moment qui est mémorable, mis à part quand on décide de créer vraiment une espèce d'humour autour de ça. Et l'autre chose aussi, moi, qui me fâche énormément, on décide au début de la partie de notre famille. Et la seule chose qui change pour les joueurs, c'est rien du tout. Il n'y a rien qui change pour les joueurs. Dans le fond, là, on fait juste écrire notre nom de personnage et par la suite, ce personnage-là va commencer à vieillir. Oui, on a 2 chiens, donc ces 2 chiens-là sont un petit peu tannants présentement. On est désolé de ça. Donc oui, les plateaux, en fait, il n'y a aucune évolution. L'évolution entre les joueurs est carrément absente. Il n'y a aucune manière de pouvoir évoluer dans le jeu. On commence avec les mêmes compétences, on termine avec les mêmes compétences. On ne gagne pas des objets, on ne gagne pas des items, on n'obtient rien du tout. Donc, il n'y a vraiment, vraiment rien qui fait en sorte qu'on est différent, qu'on se sent unique, qu'on sent qu'on a cette évolution-là personnelle dans le jeu. Et pour moi, c'est quelque chose de très frustrant. Et j'ai eu l'impression de vivre ça, en fait, dans Aeon Zen Legacy, par exemple, que notre personnage grandissait, notre personnage se développait et évoluait avec le temps. Et je trouvais ça superbe, je trouvais ça super intéressant. Mais malheureusement, là-dedans, c'est complètement nul. Et d'ailleurs, Pierre, en fait, là, je t'interpelle parce que tu disais que tu avais eu plusieurs commentaires provenant de différentes critiques qui mentionnaient que la partie ultime, la dernière partie, faisait en sorte qu'on savourait pleinement l'expérience de Betrayal Legacy. Maintenant, après avoir vécu cette dernière partie-là, qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là, Legacy? C'est excellent.
Non, évidemment, ce n'est pas tant que ça. Mais je comprends pourquoi la dernière partie a suscité ces commentaires-là, parce que la dernière partie, ben, il faut que ce soit la conclusion, donc il fallait qu'il puisse donner un sens à toute la série de parties qu'on fait dans ce jeu-là. Mais la conclusion que moi j'en fais, c'est que c'est un jeu qui va s'adresser à ceux qui adorent vivre une histoire beaucoup plus que vivre une expérience ludique. Parce qu'essentiellement, c'est ça. Et ça a toujours été ça, ce jeu-là. Même quand il était dans sa version originale, c'était beaucoup plus une histoire avec des dés et des cartes qu'on pige qu'une série de stratégies à faire pour atteindre des buts. Et là, ben, vu qu'on a transformé ça en version Legacy, ben, on a simplement accentué ces caractéristiques-là. Et c'est normal que la dernière partie du jeu va vraiment essayer de se concentrer là-dessus. Et puis, je dirais que, ben, si vous êtes amateur d'histoire dans des jeux, si vous êtes vraiment des personnes qui aimaient ça, jouer à un jeu comme vous lisez un roman, ben, vous allez peut-être aimer ça. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires positifs de ce jeu-là parmi les critiques de jeux, surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont friands de ce genre de jeu-là. Eux autres, ça leur dérange pas de lire des cartes avec des textes qui peuvent tout casser le rythme du jeu, qui est à être absorbé dans l'histoire. Mais évidemment, il va falloir que aussi vous soyez très à l'aise avec l'anglais, parce que ce jeu-là n'a pas de version francophone. On ne sait pas non plus s'il va y en avoir une, parce qu'il n'y a jamais eu de version francophone de la version originale. Alors, ça se peut très bien que ça reste comme ça. Donc, si vous n'êtes même pas à l'aise avec l'anglais, ça va déjà, en partant, vous donner un handicap sur l'appréciation que vous avez du jeu. Parce que c'est vraiment un jeu 95% focusé sur l'histoire. Donc, l'histoire, si je peux juste rajouter, l'histoire qui ne se tient pas l'histoire d'un scénario à l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses très décousues. Il y a des choses vraiment, des fois, qu'on va voir d'une partie à l'autre qui vont nous faire demander vraiment pourquoi ils ont fait une partie avec ces éléments-là. Puis après ça, quelques parties plus tard, on apprend que cette partie-là qu'on avait fait, ben, il y a une petite chose dans la partie qui est liée à ce qu'on fait plus tard. Mais c'est tellement mineur qu'on se dit, ben, ça valait-tu vraiment la peine de faire une partie? Ben, c'est parce que, puis au-delà de ça, moi, ce qui me fâche vraiment, c'est le fait qu'il y a tellement d'éléments disparates. C'est incroyable le nombre d'éléments. Je veux dire, à la fin de la partie, notre dernière partie commence à rassembler quelques éléments qui avaient comme parsemé ici et là. Et là, soudainement, il nous dit, ben tout ça, ça fait du sens parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire. Puis moi, je refuse catégoriquement cette proposition-là parce que cette proposition-là ne fait aucun sens au niveau littéral, au niveau de la littérature habituelle, les règles qu'on utilise comme dans l'écriture. Il n'y a rien à mon sens, qui va permettre ce genre de twist-là. Il y a tellement de choses décousues, tellement d'affaires que tu te dis, OK, mais oui, OK, on a eu une belle petite carte revenant de cette partie-là, mais il n'y a rien d'autre dans le jeu. Il n'y a rien d'autre qui nous donne un sentiment que, à un moment donné, Pierre, qui était le maître de marionnettes, ben on n'a aucun sentiment que ça a un impact sur le jeu. J'ai aucun sentiment que moi, en tant que tel, quand j'ai été le traître à tel moment, ça a un impact sur le jeu. Ça n'a aucun impact. C'est littéralement comme si je prenais le jeu Betrayal at House on the Hill et que je faisais 14 parties, une à la suite de l'autre. C'est littéralement ça. Et qu'on essaye de créer un filon avec ça. Et je dois avouer, moi, Rob Daviau, sincèrement, commence à me décevoir à un haut point parce que j'ai joué à Seafall et Seafall a été la pire expérience, non seulement Legacy, mais de jeu que j'ai joué de toute mon expérience de jeu. Et là, on arrive avec ça, on espère qu'il y ait du stock dans la boîte pour nous permettre de faire 14 parties. Il n'y a pas de stock pour faire 14 parties là-dedans. On aurait pu très bien en faire 5 ou 6,
conclure ça, avoir eu un plaisir, puis se dire, bon, ben ok, c'est ça notre jeu de Betrayal Legacy. Maintenant, on peut avoir Betrayal at House on the Hill via la boîte, mais j'ai même plus envie de jouer à Betrayal at House on the Hill. Je trouve ça décevant, je trouve ça frustrant, puis surtout, il y a quasiment un côté où est-ce qu'on perd du temps derrière tout ça. Désolé, je m'emporte, là, mais je suis vraiment, vraiment déçu par rapport à tout ça. Toi, Antoine, en tant que tel, y a-t-il des choses que tu penses qui auraient pu être améliorées ou être transformées dans ce jeu-là pour améliorer l'expérience de jeu? C'est une très bonne question. J'ai vraiment aucune idée, je t'avoue. Là, je connais pas assez les jeux Legacy pour savoir ce qui aurait pu être ajouté, là, qui aurait pu aider ce jeu-là. Là, vraiment pas. Là. Non, moi je vois pas. Là. Puis pour toi, moi, c'est un échec total. Là, Ben moi, je dirais, tu sais, une histoire qui va vraiment suivre, justement, comme tu disais, pour les personnages, que peut-être nos personnages aient des upgrades, là, à chaque game, avec des pouvoirs spéciaux, des choses comme ça. Je pense que déjà, ça aurait peut-être été plus le fun, là, tu sais, qu'il y ait vraiment comme quelque chose de plus à chaque, une évolution, une évolution à chaque game, puis que l'histoire soit vraiment solide, puis qu'on en arrive, tu sais, parce que je pense qu'on a tué ce loup-là à la fin, là, mais tu sais, qu'on en arrive là, de plus en plus à ça, tu sais, que ce soit pas juste comme dans la 13e partie, que là, bang, ok, c'est ça qu'on c'est ça qu'on a fait pendant puis, comme 13 parties. tu sais. Tandis que là, tu sais, c'est vraiment comme on aurait pu avoir vraiment une gradation. Une gradation, mais tu sais, aussi une quête, des petites quêtes par game, mais une grosse quête que plus en plus qu'on y va, puis plus qu'on s'approche de cette quête-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, Pierre, toi, j'imagine, t'étais-tu un fan à la base de Betrayal at House on the Hill quand il est sorti? Oh, j'ai trouvé ça rafraîchissant, mais mais j'avais quand même pas été impressionné par le déroulement du jeu en tant que tel. Les mécaniques. Je voyais tout de suite à quel point le hasard était omniprésent et pouvait facilement frustrer certains joueurs pendant une partie. Puis tu penses-tu, mettons, tu sais, il y avait il y avait une grosse situation par rapport à Betrayal par rapport à l'équilibre du jeu, dans le sens où est-ce que circonstanciellement, un traître, ou dans certains scénarios, le traître a définitivement un net avantage ou va définitivement perdre la partie. Il n'y a quasiment aucune chance que un côté ou de l'autre gagne ou perde, et ce, peu importe ce qui se passait sur le plateau. On arrive maintenant avec un jeu qui a été fait en 2004, je pense, 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, parce que c'est Betrayal Legacy en 2019 qui a été fait. On arrive 15 ans plus tard. As-tu l'impression que l'évolution, que le jeu ayant évolué, avec toute l'expérience puis le feedback qu'on a eu des joueurs qui aiment énormément Betrayal at House on the Hill, as-tu l'impression qu'on a pu implémenter tous les problèmes puis les résoudre dans Betrayal Legacy qu'il y avait à la base dans Betrayal at House on the Hill? Non, ça les amplifie. Parce qu'on essaye de mettre une continuité dans un jeu où le hasard est omniprésent. Le problème de ce jeu-là, c'est que il réussit à prouver que c'est incompatible le concept Legacy avec un jeu avec trop de hasard. Parce que pour avoir un aspect Legacy, il faut avoir une continuité, puis il faut avoir une constance dans certains éléments. Et ça, c'est un jeu où la constance est constamment bafouée par tout. On pige, on lance des dés, on pige, on lance des dés, puis quand on pige encore, ben c'est pour encore lancer des dés. Donc, c'est toujours des résultats qui sont aléatoires et il n'y a jamais rien qui est fixe au début d'une partie. Peut-être parfois avec certaines choses qui vont nous dire, bon, ben vous commencez avec telle affaire, mais c'est tellement peu conséquent pour le reste. Ils veulent tellement pas briser la structure initiale du jeu que ça finit par se noyer, puis ça finit par devenir quelque chose qui est beaucoup trop similaire à la première version originale.
Puis en plus de ça, moi, ce qui me dépasse là-dedans, c'est on a encore le principe d'un deck évolutif à la manière de Pandémie Legacy. Et dans ce deck-là, en fait, l'histoire, le filon narratif principal ne changera pas, peu importe la situation. Ce qui va changer, c'est les tuiles puis les cartes événements que l'on ajoute ou que l'on n'ajoutera pas au fur et à mesure de la partie. Alors qu'au final, toutes les tuiles que l'on n'a pas utilisées dans le jeu puis qu'on pourrait juste décider de rajouter, on n'aurait aucune idée de qu'est-ce qu'on a fait puis qu'est-ce qu'on n'a pas accompli. On n'aurait aucune idée de, cette tuile-là nous vient de la deuxième partie, puis il est arrivé telle situation, telle situation. Les moments mémorables qu'il y a autour de la table sont faits à partir de l'humour que l'on va intégrer via l'espèce d'ambiance qui va se passer autour de la table. Le nom des cartes, par exemple, on va dire « Ah oui, c'est Vincent qui l'a écrit parce que il y a une histoire derrière ça, il y a une espèce de blague derrière. » Mais tu sais, c'est même pas rapport avec ce qu'il y a dans la boîte, ça a rapport avec ce que les joueurs vont proposer autour de la table, puis on va avoir du fun, puis d'attitude. Puis une chance qu'on a eu un bon comme tu as dit, une chance qu'on a eu un bon groupe, malgré qu'il nous manque quelqu'un, puis que cette personne-là, avait un peu de difficulté à être présente pour différentes circonstances. Mais une chance qu'on avait un bon groupe, un bon cœur, parce que sinon, moi, je pense pas que ce jeu-là aurait grand-chose à proposer. Vraiment, là, c'est très, très, très décevant. Ça en est frustrant quasiment d'avoir investi autant de temps. La seule avantage que j'ai, je peux dire, c'est d'avoir passé du temps avec vous. Puis encore là, je me dis, peut-être qu'on aurait pu jouer à d'autres jeux qui auraient été plus agréables à jouer, plus fun, moins fiddly aussi. Tu parlais du fiddliness tantôt. La dernière partie, on a 8 cartes qui sortent, une à la suite de l'autre, qui viennent rajouter une règle, qui viennent ajouter de nouveau, et encore, et encore, et encore. Et c'est des différentes situations. À un moment donné, on est là, puis on se perd dans ce tas de cartes-là. Là. On n'était même pas sûr au moment où on a fini la game, on n'était même pas sûr que c'était terminé, parce qu'il y a trop d'objectifs qui sont sortis pendant la partie, puis trop de buts. Puis on a rempli un objectif qui nous semblait être l'objectif principal. Puis on s'est tous regardés, on a dit « C'est-tu fini? Qu'est-ce qui vient de se passer? » C'est à ce point-là. Là, je pense que oui, c'est fini. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous pensez que ce jeu-là pourrait satisfaire un certain public? Ben oui. C'est sûr. Ah oui. Il y a un public pour tout. On va juste sur Board Game Geek et on voit tout de suite. Ben ouais. Puis qui aimerait ce jeu-là? Parce que moi, définitivement, je suis pas capable de... Je suis sincère, j'ai beaucoup de difficultés à voir qui des pourrait fans de Betrayal à l'origine qui sont pas capables de s'avouer que c'est plate. C'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. Comme j'ai dit, c'est des personnes qui, premièrement, doivent bien connaître la langue anglaise parce que c'est un jeu uniquement en anglais. Deuxièmement, c'est des personnes qui doivent pas du tout être dérangées par du hasard dans le jeu, mais qui vont beaucoup plus apprécier le fait qu'il y a beaucoup de thématiques, puis qu'il y a tellement de thématiques que ça dérange pas de lire un roman pendant que tu joues. Quitte à simplement finalement lire un livre dont vous êtes le héros, parce que c'est pratiquement ça. Et puis je dirais que c'est pour des gens aussi qui n'ont pas peur non plus d'avoir des longueurs variables de parties, parce qu'il y a des parties là-dedans qui peuvent durer 1h30, il y a d'autres parties qui vont durer 30 minutes, parce que justement, encore une fois, ça dépend de 95% du hasard qui est dans le jeu. Tout à fait. Puis toi, Nancy, tu penses que ça pourrait plaire à un certain public, c'est qui tu verrais qui serait... un petit peu comme Pierre, là, dans le sens que, tu sais, vraiment les gens qui vont être plus vers l'histoire, là, tu sais, qui vont aimer le thème aussi, j'imagine. L'histoire, le thème. Ouais. Mais encore là, moi, selon moi, il y a des jeux qui vont proposer une histoire qui est plus linéaire, qui est plus facilement
qu'on est capable de suivre davantage, puis qui pourrait définitivement mieux faire la job. On parle de problème d'anglais. Pour moi, mettons, on sort un petit peu des sentiers battus avec cette proposition-là, mais pour moi, un jeu qui a une bonne storyline, puis qui va nous amener un genre de thématique horreur, Mythos Tales, qui est un genre de Sherlock Holmes détective conseil dans l'univers de Cthulhu. Je pense que même encore là... Mais ça fait un petit peu penser à cet univers-là, au final. Mm-hmm. Le gros avantage de Mythos Cthulhu, c'est que justement, il ne va pas s'embourber dans ça. C'est la pureté de l'histoire racontée avec l'interaction des éléments du texte qu'on va lire et qui va finir par nous mener à des choix à faire, encore une fois, comme les livres dont vous êtes les héros. Mais ça se rapproche encore plus du livre dont vous êtes les héros. Ici, c'est un jeu dont vous êtes les héros. Et c'est vraiment... le problème de Betrayal on the House of the Hills, c'est qu'il essaie toujours... C'est un jeu qui a toujours essayé de mêler un texte fort avec des actions sur la table et il y a trop d'actions sur la table ou il y a trop de texte. C'est mal équilibré. Donc, il n'y a pas de... on n'est pas capable de s'imbriquer plus dans une partie que dans l'autre parce que c'est mal connecté. Donc, c'est ça, dans le fond. C'est dommage, mais c'est ça. Mais en même temps, il y a des gens qui ça leur dérangera pas d'avoir à se livrer au hasard comme ça parce qu'ils sont très, très animés par la sensation d'avoir un trait qui pourrait être là, qui pourrait surgir, puis qui va tout changer la donne. Ça m'a fait ça pour la première partie. J'ai trouvé ça le fun. C'était nouveau pour moi. J'avais jamais joué à Betrayal. J'ai eu ce feeling-là de l'immersion de l'univers. Puis j'avais jamais joué à un jeu coopératif où est-ce qu'il y a un trade qui arrive à la fin. Puis ça m'a fait exactement ce que tu décris là pour une partie. Je trouve que 14, ça s'est beaucoup trop étiré. Oui, définitivement. Bon, ben parfait. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Merci d'avoir participé aussi à l'expérience de Betrayal Legacy. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, si vous avez des questions quelconques, laissez-les dans les commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, ben pourquoi pas, faites-le. Partagez la bonne nouvelle de ne pas acheter cette boîte-là. Si vous avez des gens qui pourraient être intéressés, ben pourquoi pas les référer à cette boîte-ci. Merci beaucoup Nancy, Pierre et Antoine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous liker sur Facebook, vous nous suivre sur Instagram. Et sur ce, c'était Vincent, Nancy, Pierre et Antoine. Et on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage! Donc, je suis de retour et oui, j'étais grandement frustré, j'étais déçu de ce jeu-là. Ça m'a vraiment dérangé d'avoir investi autant de temps. Je réitère parce que je tiens à le redire. Betrayal Legacy, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé et je vais tomber dans le concret. Donc, si ça ne vous intéresse pas de voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte en question, ni que je vous divulgage certaines informations concernant la campagne, parce que ça vous intéresse quand même de la faire, ben tout simplement, bon jouage. Autrement, si vous êtes encore ici, je vais vous expliquer différentes choses. Je vais sortir du matériel de la boîte. Ma boîte, premièrement, quand on a laissé tomber on a littéralement laissé tomber le matériel dedans, on a aussi déchiré certaines choses. Et la première chose qu'on a déchiré, en fait, c'est ce qu'on appelle le helm. Donc, qui est un genre de... là, c'est plate, là, parce que j'ai pas toutes les pièces. Je vais quand même vous le montrer là, à la caméra. Donc, ici, on avait une espèce de cercle où est-ce que ce helm-là, à un moment donné, je pense que c'est pendant la 5e ou la 6e partie, on nous demande de sortir ceci et on avait un peu on a décidé d'ajouter du thème par rapport à ça parce que chaque fois qu'on le prenait sur les côtés et tous ensemble, on faisait en chœur « The helm ». The helm, the helm. Et sans cet élément-là de thème ou d'inside, de gag, je ne pense pas que cet élément-là était vraiment pertinent. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, tout le long de la partie, c'est qu'on va apposer nos stickers personnels de notre maison et ça va nous permettre de relancer les dés.
Et à la fin de la partie, la dernière, on ne comprend pas pourquoi. Tout au long de la partie, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça a le rapport. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le jeu. On n'a aucune idée de ce que c'est. On fait juste apposer des autocollants dessus. On récupère les dés, on relance. Quand on termine une certaine ligne en question, ben, on récupère un bonus. Donc, c'est super avantageux d'utiliser ça. Et là, à la fin de la partie, on nous explique que The Helm, cet élément-là, représente un casque que l'on a utilisé pour tuer une bête qui se nomme Fenrir, qui est probablement la bête qui est sur le dessus de la boîte juste ici. Fenrir, tout d'abord, qui est une référence à la mythologie nordique. Pourquoi utiliser la mythologie nordique dans un jeu américain qui veut nous proposer différents éléments horreur? Ça me dépasse, là, je veux dire. Quand je parle de littérature, quand je parle d'écriture, pour moi, je trouve que c'est ridicule. On ne peut pas prendre un élément littéraire d'une mythologie quelconque, puis juste de l'utiliser, puis de le plugger comme ça, de juste le rentrer dans le jeu, sans que ça ait plus d'impact que ça. Moi, je trouve que ça, c'est inacceptable au niveau de l'écriture. Bref, ça, c'est un autre pan. Je vais continuer avec le Helm. On réalise que ceci est en fait une représentation fictive d'un casque que le responsable, le propriétaire de la maison, a utilisé pour tuer Fenrir et l'enfermer dans ce qu'on appelle The Otherworld, donc un monde un peu démoniaque, que parfois on peut avoir accès selon le contexte, selon quelles tuiles qui sont placées dans la maison. Et là, à un moment donné, on réalise que ce casque-là était un grand ennemi de Fenrir. Et là, à la fin du jeu, on est quasiment récompensé de l'avoir utilisé à profusion. On est quasiment récompensé parce que c'est comme une espèce de sablier de chronomètre, de timer, où est-ce que, en fait, ça va déterminer quand est-ce que les espèces d'antagonistes du dernier scénario vont interagir avec nous. Et une fois qu'on a en fait des coches, donc c'est pour ça que vous voyez ici, si vous regardez à la caméra, on a fait certaines coches, on a coché certains autocollants. Une fois qu'un joueur n'a plus d'autocollants, à ce moment-là, il y a un monstre qui apparaît, qui est un antagoniste, qui va venir un peu nous ralentir dans notre quête. Parlant du dernier scénario, en fait, le jeu fonctionne sur un principe très simple, donc je réitère sur certains points. À un moment donné dans le jeu, on se promène dans cette espèce de manoir et à un certain point, nous allons lancer des dés et dépendamment du résultat, eh bien, nous allons faire face à ce qu'on appelle une hunt, donc une pourchasse ou une chasse, peu importe. Et ça va nous déterminer un joueur qui sera le traître et les joueurs qui devront survivre. Et les joueurs auront cette espèce de nouvelles règles qui seront appliquées, c'est-à-dire que de nouvelles règles vont s'appliquer autant pour le traître que pour les survivants. On va regarder le chiffre de la chasse correspondante et nous allons regarder dans le livre, ça va nous dire, le but des survivants, c'est de se rendre à telle place et de tuer tel monstre. Le but du traître, ce serait de tuer tous les survivants, par exemple. Et le dernier scénario en question nous demande de récupérer certains éléments. Tout d'abord, d'aller dans certaines pièces, de faire des recherches et par la suite, récupérer ces trucs-là en question et finalement, créer une espèce de lance qui pourra être utilisée contre Fenrir lorsqu'on ira dans l'entremonde, le Otherworld. Et là, on va lui lancer la lance. Et de ce fait même, nous allons lancer une pléthore de dés. Et le résultat va nous indiquer où est-ce que nous allons aller lire dans le journal en question des réactions. Et chaque fois qu'on lit dans le journal, je vais vous montrer à la caméra. Donc, en fait, là, si, admettons, je regarde là, le 129 en question, alors nous avons ici du texte qui est rouge. Le texte rouge, c'est un genre de texte un petit peu... c'est du texte de saveur. Et finalement, nous avons en fait les différentes étapes qui sont inscrites en noir. Donc, ça va nous demander d'ajouter des cartes, ça va nous demander de déchirer certaines cartes, de retirer certaines cartes du jeu, etc., etc. Et on arrive au dernier scénario, et c'est simple, ça nous dit... Lance les dés. Si tu réussis à avoir un 13 ou de plus sur les dés, va lire le chiffre 203. Et si tu ne réussis pas, va lire le chiffre 205. Et on a un texte
qui nous explique qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire on lance la lance à Fenrir crie, Fenrir a mal, et là il souffre, et finalement, le texte rouge termine en disant soit all is light, donc tout est lumière, ou all is darkness, tout est ombre. Et c'est tout. Et c'est comme ça que la campagne se conclut. Le Bleed Journal ne nous dit pas « Vous avez terminé la campagne ». Donc, on est là, on lit et on se demande littéralement « Est-ce qu'on vient de terminer le scénario? Est-ce qu'on vient de ne pas terminer le scénario? » On ne le sait pas. Donc, on s'est tous dit de façon un peu unanime « Ben, on a probablement terminé le scénario. » Et c'est pour ça, ça a comme créé une espèce de fou rire en se disant « C'est vraiment l'espèce d'épitome de l'imbécilité, hein, du gros n'importe quoi de ce jeu-là. » Ça m'a vraiment, vraiment frustré d'arriver et que finalement, on arrive au Bleed Journal qui nous donne même pas d'indication de quand est-ce que la campagne se termine et ça fait juste se terminer sur une espèce de texte vraiment, vraiment médiocre qui est frustrant, qui donne rien du tout. Je parlais ensuite de ça des plateaux de jeu. Les plateaux de jeu, en fait, vont venir ici. Ici, vous remarquez, nous avons en fait des espèces de compétences. Donc, on a en fait Wisdom, Sanity, Strength and Speed. Et là, le rouge, en fait, va indiquer nos compétences de base. Le vert, pardon, va indiquer en fait à combien est-ce qu'on commence à chaque début de partie. Et ça ne change jamais pendant 14 games. J'ai toujours 4 de rapidité. J'ai toujours 4 de sanité. J'ai toujours 5 de connaissance et 3 de force. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui change à ce niveau-là, c'est ce qu'on écrit en arrière. Et encore là, ça, c'est vraiment juste pour s'amuser personnellement. Les seules choses qu'on ajoute, c'est une pléthore de cartes dans le jeu. La seule chose qu'on ajoute, c'est une pléthore de tuiles. Et là, on va apposer des autocollants sur les tuiles. Quand on les mélange, ces autocollants-là disparaissent ou vont tout simplement s'arracher. Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Là. Ça, là, ici, là. Ça, ici, c'est un autocollant qu'on a apposé. Et là, en mélangeant les tuiles, ben, à un moment donné, ça s'arrache. Je trouve ça vraiment ridicule. Je trouve ça pathétique qu'on achète un jeu qui coûte 110 $, qui nous donne des autocollants médiocres qui décollent lorsqu'on mélange un paquet de tuiles et on le fait une fois par partie. Donc, au total, j'ai mélangé cette tuile-là 14 fois pendant tout le long de la campagne et quand même, on réussit à avoir des autocollants qui disparaissent. Non seulement ça, je pourrais continuer comme ça. Là. Il y a du matériel qu'on n'a jamais utilisé. Et là, vous dites, ouais, mais c'est sûrement pour certains scénarios. Oui, en effet. Mais c'est tout du matériel qu'on avait à la base. Au départ, on avait déjà tout ce matériel-là. Et on se perd dans ce matériel-là parce qu'on est comme, bon, OK, il nous demande de sortir tel ou tel truc. Mais il n'y a rien dans le... Si c'est indiqué, en fait, au début, là, quel type de matériel est-ce que c'est, là, c'est pas clair. Ce n'est pas clair. Il n'y a rien qui m'indique qu'est-ce que sont des jetons. Il va y avoir une explication ici très brève de quel jeton est quoi. Mais sinon, il y a des jetons que tu reçois et tu te dis, ben ça doit être ça. On ne le sait pas trop. Il y a un principe aussi qu'ils ont retiré du jeu. Oh, fouillez-moi pourquoi on a retiré ce principe-là. Alors que dans ce jeu-là, ben, le principe aurait pu être utilisé, ça n'aurait rien changé. Pourquoi est-ce qu'on change des règles qui sont anodines, qui ne changent rien du tout au gameplay, quand en 2004, depuis 2004 que Betrayal at House on the Hill se fait critiquer pour son manque d'équilibre, pour son manque de stabilité au niveau des scénarios. Les scénarios sont toujours inégaux, manque d'équilibre total. On change des règles. Après 15 ans que le jeu a été fait, on change certaines règles, mais on ne change pas les règles qui sont prioritaires à changer pour qu'on ait une expérience de jeu qui soit satisfaisante. C'est n'importe quoi. Il y a aussi des trucs que l'on arrive, en fait, je vais vous montrer une tuile, là, je vais la trouver, là, mais la tuile de base, on a des tuiles de départ qui vont nous permettre de... on commence en fait avec le manoir qui est ouvert à certains endroits et à un moment donné, on nous demande tout simplement d'apposer en fait un autocollant qui va nous empêcher, je ne vous montrerai pas, ça ne sert à rien, on nous demande d'apposer un autocollant sur une tuile de départ qui va nous empêcher jusqu'à la fin de la partie d'aller au sous-sol. Et à plusieurs moments,
on se retrouve où est-ce qu'on a besoin d'aller au sous-sol. Et là, on essaie de trouver mille et une manières. Et il y a deux seules manières que ça puisse se passer. La première manière, ce serait de pouvoir piger une tuile d'ascenseur qui se trouve, qui peut se trouver soit au plancher principal, au deuxième étage ou au sous-sol. Mais il faut piger cette tuile-là et il y en a 60 tuiles là. On s'entend là. Sur 60 tuiles, il faut qu'on pige celle-là. Et l'autre manière d'entrer là, ce serait d'aller à l'extérieur du manoir, qui est un autre endroit en question sur le plateau, et de trouver ce qu'on appelle un underground cave, donc une caverne souterraine. Mais encore là, on a une quinzaine de tuiles qui vont représenter en fait l'extérieur, donc le dehors. Donc, il faut piger cette tuile-là. Et là, à un moment, nous autres, on est dans un scénario, et là, on est de façon circonstancielle, on est au sous-sol, et il faut rester au sous-sol pour être capable d'accomplir en fait notre mission pour survivre. Et le traître, lui se retrouve en fait au deuxième étage, et doit essayer de trouver l'ascenseur. Le problème, c'est qu'on avait déjà utilisé l'ascenseur pour descendre. Donc, il faut qu'il s'en aille à l'extérieur, trouver le underground cave. Franchement, sérieusement, là, vous nous faites perdre du temps comme ça. Ça me dépasse. Je le sais, je suis vraiment, vraiment fâché. Je trouve que ce jeu-là manque de tout. Il manque de thème. Les choses ne sont aucunement concordantes. Il n'y a rien qui concorde. À un moment donné, on est le maître d'une marionnette. À un autre moment donné, on a un imp, donc un nain qui sort d'une lampe magique que l'on trouve à quelque part. Puis là, après ça, ça va avoir un impact parce qu'on va placer des nouvelles tuiles. Et là, il faudrait se rappeler que dans cette partie-là, il y a eu le imp qui est rentré, qui nous a fait subir X, Y, Z affaires. C'est inintéressant. À tous les niveaux, c'est inintéressant, ce jeu-là. Bon, j'ai été me calmer, donc je suis désolé. Hein? Écoutez, j'ai investi beaucoup de temps et c'est ce que ça donne. Hein? Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne m'emporte pas souvent sur ce genre de jeu-là, mais celui-là me fait emporter à un plus haut point et je pense pas que je vais garder cette boîte-là. Donc si ça vous intéresse d'avoir une boîte pleine de matériel, faites-moi signe, je vais vous envoyer tout ça. Alors voilà, sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit pouce vers le haut. Encore une fois, grandement désolé pour l'autofocus. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je trouve que c'est dommage. Mais en même temps, j'espère que vous avez grandement apprécié cette espèce de discussion-là. Je pense que c'était tout de même intéressant à plusieurs niveaux. Sinon, écoutez, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, abonnez-vous à Instagram. Et c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. OK. Là, on a dépassé le temps, Pierre. Ouais. Oh, c'est beau, maintenant, tu peux t'énerver. Donc, toi, Peux-tu déchirer le helm?